Bienvenue donc à ce petit webinaire de rentrée qui porte sur le thème de facilitation pédagogique et intelligence artificielle. Vous allez vite comprendre pourquoi ce thème ce soir. C'était censé être un petit webinaire tout simplet, sans prétention, et puis finalement il y a 300 personnes qui se sont inscrites. Donc merci à vous tous d'être là ce soir. Donc pourquoi ce webinaire sur cette thématique? Tout simplement parce que c'est la fin de la saison 1 du podcast Learning Coach et le début de la saison 2. Et la saison 1 portait sur formation et facilitation, et la saison 2 portera sur formation et intelligence artificielle. Donc pour faire le lien, quoi de mieux que de lier les deux et donc d'explorer un petit peu la question de la facilitation pédagogique et l'intelligence artificielle. Donc ce podcast est produit par Trendy et puis il est enregistré par Nicolas Lozanczyk qui est avec nous ce soir. Et bon, j'avoue, je suis un peu fier parce qu'il a quand même eu près de 2000 écoutes sur cette première saison qui portait sur la facilitation, qui est quand même pas un sujet qui a le vent en poupe à côté des IA aujourd'hui. Donc merci à tous pour votre écoute, et puis pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous allez sur podcast.trendy.io, je pense que vous allez arriver sur la page de la saison 2 où il y a peut-être encore un petit compte à rebours avant le lancement qui devrait soit se faire à 17h30, soit 18h, je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais en tout cas, d'ici pas longtemps, vous aurez accès à la saison 2 qui commence avec une interview de Mathieu Nebra. Donc l'idée du podcast, en fait, c'est de partir à la rencontre de ceux qui ont maîtrisé l'art d'apprendre et de former. Bon, c'est un petit peu ambitieux, hein. On a encore tous des choses à apprendre, même ceux qui sont déjà intervenus et qui sont là avec nous ce soir. Mais l'idée, c'est d'aller à la rencontre à la fois de formateurs, de chercheurs, d'entrepreneurs pour avoir des points de vue croisés un petit peu sur ces questions de la formation. Donc voilà, et j'espère que la saison 2, on a encore une dizaine d'invités assez chouettes qui ont plein de choses à dire sur plein de sujets différents, à la fois sur l'éthique, sur la pédagogie, mais aussi sur la technique, sur comment on évalue, comment on déploie avec des sociologues dans des IA capacitantes dans les organisations. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera, le tout au micro de Nicolas. Avant de donner la parole à nos invités et de les présenter, juste pour vous donner quelques pistes pour continuer à explorer le sujet par la suite, vendredi, on a une session de la fresque des IA pédagogiques, donc il y a un atelier collaboratif de 3 heures en ligne pour explorer un petit peu les opportunités et les enjeux d'utiliser l'IA dans nos pratiques pédagogiques. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis en février, on a une masterclass facilitateur d'apprenance, donc qui travaille justement la posture de facilitateur qui commence. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne vais pas vous mettre des liens dans le chat maintenant parce que sinon ça va vous allez plus être concentré pour écouter nos super intervenants. Donc je vous enverrai plutôt un petit mail après avec différentes ressources sur le sujet. Voilà. Alors, on va pas parler de ça parce qu'on est là pour écouter nos intervenants, donc je vais arrêter de parler et je vais vous les présenter. Donc, on a Denis Christol avec nous ce soir. Donc, Denis est chercheur en mésologie, comme il aime le dire lui-même. C'est une sorte d'intelligence collective. Je simplifie un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme. Et il aussi ces temps-ci entre l'étude de la pédagogie des IA et les ânes, puisque Denis forme à l'intelligence collective avec des ânes. Il fait des parcours pédagogiques là-dessus, auxquels j'ai moi-même participé et qui étaient très chouettes. Donc Denis, à la limite, tu nous donneras le lien de ton parcours que je mettrai dans le mail de récap à la fin. On a aussi Laurie Mézard avec nous, qui est aussi designeuse d'expériences d'apprentissage depuis une dizaine d'années. Elle a entre autres travaillé à la gamification de l'école 42, et elle a créé une école au Vietnam. Et puis aujourd'hui, elle explore l'école de Palo Alto avec tout ce qui est lié à l'énaction, donc à l'utilisation du corps dans l'apprentissage. Voilà. On a Gaël avec nous, Gaël qui a 25 années d'expérience dans tout ce qui est lié au digital learning et qui a vu passer un petit peu toutes les modes depuis les débuts d'Internet avec le e-learning, les MOOC et compagnie. Donc elle a une bonne vision d'ensemble de tout ce qui s'est passé. Et on a aussi Nicolas, donc Nicolas Lozanczyk, qui est notre Sherpa, comme il se plaît lui-même à s'appeler, de la formation et de l'apprentissage, et il fait ça très très bien.
C'est lui qui enregistre le podcast Learning Coach et qui interviewe nos invités. Et il a tout un tas de compétences de ce côté-là et dont vous pouvez bénéficier si vous voulez vous former vous-même à apprendre à faire des podcasts ou utiliser ces compétences. Donc voilà un petit peu nos invités. Certains sont intervenus dans la saison 1, d'autres vont intervenir dans la saison 2. Et donc j'ai vraiment fait un maillage pour avoir une discussion un petit peu collective sur le sujet. Alors, tant qu'on est avec Nicolas, es-tu là? As-tu rallumé ton micro? Tu es avec nous? Le micro est allumé. Bonsoir Super. à toutes et à tous. Alors, Nicolas, toi, tu as interviewé, comme je le disais, un petit peu toutes les personnes qui sont passées dans la saison 1. Donc, tu as beaucoup parlé de facilitation pédagogique avec elles. Donc, est-ce que tu arriverais en quelques minutes à nous faire un peu une synthèse de ce que serait la facilitation pédagogique pour toi? Quel substantifique moelle tu pourrais tirer de tous ces entretiens et quels sont les avantages en termes de pédagogie, puis aussi les défis que ça pose? Voilà, une petite question très simple pour commencer, pour nous donner un peu de contexte. Ouais. C'est super simple. Tout le monde doit connaître les coulisses de cette entrée en matière, parce que normalement, j'ai reçu la question par mail. Raphaël me l'a rappelé tout à l'heure. Et alors, j'ai prévu soit un évanouissement pour, pour ne pas répondre, de saboter mon microphone ou d'essayer de m'en sortir avec une pirouette. Je vais garder la troisième Non, mais option. les copains sont là pour aider, t'en fais pas. Hein, on peut tous apporter J'y des compte éléments bien, de j'y compte. Je vous partage le lien dans la conversation, dans la discussion. C'est le nom ici de la fonctionnalité dans cet outil du podcast de Trendy, du podcast de Raphaël, avec les 10 épisodes complets qui ont été enregistrés au cours de la saison qui s'est écoulée, et il y a leurs teasers respectifs. Et pour m'en sortir avec une pirouette, c'est évidemment, il faudrait pouvoir réécouter quelques extraits de l'ensemble des enregistrements qui se sont faits avec Denis, avec Laurie, avec... je ne sais pas si d'autres intervenants nous font aussi le plaisir d'être là ce soir. Moi, je retiens plusieurs choses. C'est qu'on a d'abord pris, lorsque vous écouterez ces épisodes, ou si vous les avez déjà écoutés, ils durent une vingtaine de minutes. On a passé 3 fois plus de temps déjà à échanger sur les différentes thématiques ensemble, à approfondir, à essayer de pas enfoncer des portes ouvertes. Je me souviens qu'avec Laurie, enfin en tout cas Laurie faisait la remarque lorsqu'on a enregistré du ah ça me rassure, j'avais peur qu'on enfonce un peu les portes ouvertes en évoquant la facilitation. Et je sais pas, ce jour-là, je devais être en forme. J'ai évité d'enfoncer trop de portes ouvertes, mais on a pu explorer comme ça des points de vue très différents, alors très complémentaires, différents par certaines de leurs spécificités. Je vais probablement mélanger les situations que je vais évoquer parce que, évidemment, ces enregistrements se sont arrêtés avant l'été. Donc, cela va faire maintenant 6 mois à peu près que le dernier enregistrement a eu lieu et je vais confondre quelques situations. Mais si je dis pas trop de sottises, Didier Poulazan, avec qui j'ai enregistré, témoignait du haut de ses fonctions dans une école d'ingénieurs. Si je dis pas de bêtises, Raphaël, tu me corriges si je dis une bêtise. Alors, ça, c'était Walter Peretti, Didier Poulazan C'était et Walter Peretti. policier. Donc, vous voyez, Oui, on a des Didier invités à Poulazan, effectivement. Voilà. Eh bien, ça illustre le propos que je viens de tenir, c'est-à-dire Didier Poulazan, au sein de la police nationale, évidemment, a témoigné en tout cas de facilitation pédagogique dans le cadre des fonctions que l'on vient d'évoquer. Walter Peretti, eh bien, en tant que professeur dans une école d'ingénieurs, je crois que c'est Cécile Decol qui évoquait les métiers de l'artisanat, en particulier dans le secteur du luxe. Une grande diversité de situations évoquées avec chacune et chacun pour témoigner de quelque chose, pardon, je vais le dire d'une manière complètement ridicule, mais qui me semble être un prérequis dans l'exercice de nos professions si on forme. C'est un peu, quelque part, faudrait qu'il y ait un espèce de permis de former, vous savez, comme le permis de conduire. Et en fait, on perdrait des points quoi si on n'était pas en mesure d'être facilitateur, si on n'était pas en mesure de ceci ou de cela. Enfin voilà comment j'aimerais un peu rebondir
suite à ta première invitation à intervenir, Raphaël, pour éviter de dire trop de sottises, qu'en plus, il y a des personnes qui étaient là quand on a enregistré, alors je risque de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas dit. Alors, c'était pas un guet-apens, hein, mais c'est vrai que là, c'était un peu un rappel de dernière minute. Bon, alors, on va passer à une question un petit peu pratique avec Denis et Laurie. Puis n'hésitez pas, Denis et Laurie, à peut-être nous donner votre définition de la facilitation pédagogique, si vous en avez une à vous. Et puis de nous dire, en fait, comment, pour commencer à faire le lien avec l'IA, comment ça peut, l'IA peut enrichir les dynamiques de groupe, favoriser l'autonomie des apprenants. Parce que pour moi, en tout cas, une partie de ma définition, ce serait quand même de ça, la facilitation. Ça va aussi travailler sur les dynamiques collectives et l'autonomie des individus. Donc, Denis, Laurie, je vous laisse prendre la parole sur ces sujets-là. Bon, je vais la prendre hyper rapidement et après je jetterai la patate à Denis. Pour une définition de la facilitation, si je résume, je dirais que c'est ouvrir un espace où l'apprenant peut grandir. Donc à la fois créer un cadre de sécurité, avoir les bons réflexes pour quand il y a une réaction de l'apprenant, savoir comment ajuster son comportement pour le guider au mieux, s'adapter et être dans le juste pour l'aider à grandir. Et donc pour moi, il y a la composante émotionnelle dans la facilitation est hyper forte. Il y a la présence du formateur et puis il y a l'accueil des émotions, le travail avec les émotions. Ce qui fait que quand j'ai vu ta question alors je vais peut-être laisser Denis parler sur les dynamiques de groupe, mais pour ce qui est de favoriser l'autonomie, pour moi l'IA elle peut nourrir une autonomie existante, mais elle peut pas trop la créer, l'encourager, parce qu'il faut un cadre de sécurité émotionnelle pour devenir autonome. Donc moi je placerais plutôt l'IA en aval d'une démarche tutorée, accompagnée, sécurisante. Et par contre, une fois que l'apprenant est vraiment sur le chemin de l'autonomie, bah là, on peut lui donner l'IA comme outil pour aller se faire des plans d'apprentissage, pour aller vérifier différents points de vue sur un sujet. Bref, pour une fois qu'il a déjà une démarche un petit peu experte d'apprenant, là, lui donner l'outil qui va lui permettre de décupler ça. Mais du coup, je le mettrai pas, je partirai pas par là et je considérerais pas qu'elle favorise, mais plutôt qu'elle nourrit une autonomie existante. À toi, Denis. Merci Laurie. Moi je rappellerai trois sources qui nourrissent la facilitation. Une première qui vient du design américain, du co-design, du design thinking, donc qui est arrivé avec cette idée de booster des processus de créativité de groupe. Et donc là on voit tout de suite l'IA qui peut être utilisée en fabrication de textes, de vidéos, d'images. Donc ça on peut être en prolongation de cela. Un deuxième courant de la facilitation, ça vient plutôt des pays scandinaves, où dès les années 70, on parle de co-conception, on accouche des sociétés. Donc là, il y a cette idée de la facilitation très liée à l'intelligence collective, voire une intelligence sociétale. Et donc là, l'IA, elle va peut-être nous aider à parler des dynamiques de groupe, des formes de leadership. Donc on peut réactualiser les vieux schémas de Moreno ou les approches de Lewin en s'appuyant sur l'IA. Donc moi, je commence à faire des tests et des expériences en groupe de co-développement, ou un peu comme dans je ne sais plus quel film de science-fiction, vous avez le gentil robot ou humanoïde qui ressemble à un robot qui est très factuel, très rationnel. Et ben vous avez ça possible maintenant dans un groupe de codev, ça apparaît. Une troisième source de la facilitation, c'est plutôt le courant asiatique, le courant qu'on voit incidemment se glisser dans nos pratiques, où on met des temps de silence, où on fait un appel, une injonction à la bienveillance en démarrant. Tout ça, ça nous vient d'une approche plus asiatique, et ça a pénétré de différentes façons dans nos approches. Et là, ça renvoie à une pratique de facilitation qui est plutôt de l'énergétique. Alors l'énergétique, c'est possible en présentiel, mais j'ai découvert que c'était aussi possible en distanciel pour avoir accompagné cette année un groupe de facilitateurs néo-calédoniens. Donc je devais aller sur place là-bas, mais j'ai pas pu y aller, et tant mieux parce que ça aurait cramé plein de kérosène. Mais à distance, on peut aussi, et grâce à des pratiques numériques avec l'appli d'IA, développer une énergie spécifique, particulière. Mais dans ce cas, il faut quand même mettre en mouvement le corps. Voilà rapidement pour répondre à cette première question.
Bon, c'est un peu flou, Denis, ton dernier exemple, là. J'aimerais que tu nous en donnes quelque chose de plus concret, mais juste avant que je te laisse quelques secondes pour réfléchir à comment tu vas nous dire ça, donc je te sauve un petit peu la couenne là. Moi, je reviens sur ton premier point qui est de développer les pratiques de réflexivité et de créativité collective. Et c'est vrai qu'on a vu quand même dans certaines études qui sont sorties il y a quasiment un an, que la créativité individuelle pouvait être boostée par l'IA, mais que la créativité collective était souvent en fait négativement impactée. Que l'IA, enfin que les groupes ne savaient pas encore forcément très bien utiliser les IA de manière collective. Donc ça, c'est aussi une évolution des usages dans les pratiques, parce qu'il y a un an et demi, on ne savait pas encore trop les utiliser. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas de nouvelles études pour nous montrer qu'il y a eu une évolution des usages et que finalement, les IA pouvaient nous aider à être plus créatifs aussi en collectif. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu as des nouvelles là-dessus sur l'aspect collectif. Et puis, un exemple un peu plus concret peut-être sur ton dernier point d'énergétique à distance avec des IA, où là, tu m'as un peu perdu. Bah oui, c'est fait exprès. Alors, sur la partie... attends, je me suis perdu moi-même là pour le coup. Oui, sur la partie créativité groupe, pour moi, une opportunité extraordinaire de passer vers plus d'horizontalité. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des appreneurs ou des transmetteurs de savoir, le facilitateur est une personne qui, par sa posture, va pouvoir susciter des milieux, c'est pour ça que tu parlais de bésologie tout à l'heure, des milieux qui vont demander aux participants de construire eux-mêmes leur savoir et pas du tout d'avoir la logique qui est un risque de mon point de vue où un formateur fabriquerait de la ressource, par exemple un QCM, la balancerait à ses apprenants qui balanceraient le QCM à leur IA et auraient des réponses stéréotypées. Et au final, on aurait Claude qui parlerait à ChatGPT, mais il n'y aurait pas beaucoup de boucles de réflexivité. Donc là, il y a qui peut opérer par rapport à ça. Donc, pour moi, là, c'est tout à fait possible. Alors, c'est peut-être pas encore repéré par des études scientifiques ou de la recherche, mais c'est tout à fait possible de pousser le principe de la classe inversée, de pousser l'accompagnement des groupes à créer des ressources par elles-mêmes. Je vois la tête de Jean van der Spelden qui est dans le réseau des APP. Je suis persuadé que les APP vont se saisir de l'IA dans ce sens-là pour aller aider à créer des ressources par soi-même plutôt que de consommer ou d'utiliser des ressources d'un autre. Alors dans ce sens, là, ça va dynamiser le groupe, mais ça va nécessiter une posture complètement différente du formateur, qui sera un peu moins, je dirais, dans l'injonction, dans le passage d'un cerveau à un autre, et beaucoup plus dans l'accompagnement à la découverte des ressources et qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire. Sur le Alors, deuxième on exemple, reviendra. ouais. Ouais, vas-y. Je te... Non, vas-y, termine sur ça. Ah, mais on reviendra sur sur la posture du pédagogue, du formateur, du facilitateur un petit peu tout à l'heure, donc on réexplorera ça. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est plutôt l'idée d'utiliser l'IA presque comme un autre membre du groupe et d'interagir avec elle pour faire émerger des choses dans cette approche pédagogique-là, en fait. Et ça me renvoie Oui, un peu à ce que Laurie disait tout à l'heure sur la gestion émotionnelle, en fait, les compétences socio-émotionnelles peut-être à mettre en place. Est-ce que Laurie ou Denis, vous voyez comment accompagner les apprenants justement à interagir correctement avec des IA d'un point de vue socio-émotionnel? Parce que il y a certains sociologues qui remarquent par exemple qu'il y a un renfermement des individus sur eux-mêmes dans leur utilisation de l'IA et qui justement ne parlent plus à leurs collègues. Parfois, là, on ne parle pas que en formation, mais même au travail, plutôt que d'aller demander à Bob, à la compta, quelle est la réponse à telle ou telle question parce que Bob, il sent pas bon, on préfère demander à son IA. Et ça, c'est un vrai exemple qui est donné par des sociologues qui ont fait des études sur le sujet, qui ont observé des terrains en entreprise. Donc, c'est quoi les compétences socio-émotionnelles que l'usage des IA en formation, en pédagogie, vont nous amener à développer auprès des apprenants, quoi. peut-être, vas-y Laurie, puis je compléterai après. Ouais, non, moi j'allais dire peut-être qu'on peut créer grâce aux IA rapidement des situations où ils doivent mettre en œuvre leurs compétences socio-émotionnelles. Par exemple, faire des jeux de rôle avec l'IA. Tu prends un thème,
en 3 secondes, tu peux assigner une posture, un rôle à chacun et que chacun ait des infos différentes et ait un rôle à tenir. Donc, tu peux faire des simulations, des jeux de rôle où ils vont être mis dans des situations de conflit, où ils vont être mis dans des situations d'avoir des avis différents et de devoir les gérer. À part ce genre de situation où en fait on va aller crafter un environnement où ils vont pouvoir exercer ces compétences, je t'avoue que ce que tu viens de dire, je me dis c'est un peu une impasse de l'IA, c'est-à-dire que si on les fait interagir avec une machine toute la journée, on va pas leur demander de mettre de l'émotion quand ils parlent à la machine, ça serait complètement factice. Donc oui, il faut trouver des moyens de les sortir de la situation d'interaction avec la machine pour qu'ils le fassent, quoi. Quitte à crafter ces situations euh, euh, incarnées. Et alors, le lien que je refais avec ce que disait Denis avant, et toi, tu as dit, ils peuvent crafter des situations en 3 secondes, c'est aussi si en tant que formateur slash facilitateur, tu maîtrises bien ton domaine et tes outils et que tu as ta bibliothèque de prompt et tout. Et là, je fais le lien avec le côté sensitif, énergétique de Denis. Si tu sens un peu la situation, tu peux presque générer des situations d'apprentissage à la volée en fonction de ce qui se passe en face de toi dans ta session de formation, quoi. Donc, ça peut être un outil aussi, si on s'approprie de plus en plus l'IA en tant que formateur, pour vraiment s'adapter à la volée beaucoup plus rapidement et proposer des activités dynamiques, quoi. Ça peut être chouette. Denis, tu voulais rajouter un dernier point sur ce sujet avant qu'on passe à la suite? Oui, bien sûr. Crafter, ça veut dire créer. Désolé, on a quelques petits anglicismes. Crafter, c'est fabriquer, quoi, créer. Il y a des questions. Oui, Vas-y. les premiers tests que je fais qui croisent co-développement professionnel, qui est une méthode de travail en groupe où on va travailler sur ses émotions, ses situations, ses points difficiles et l'intelligence artificielle, c'est une situation qui va aussi toucher des émotions parce que l'intelligence artificielle, elle est complètement neutre. Alors, moi, je la gave de référentiels, type les rôles de dynamique en équipe de Belbin, ou des styles de leadership. Et derrière, tu peux avoir une analyse à froid ou à chaud qui vont te permettre d'identifier ce qui se passe dans le groupe et des difficultés relationnelles éventuelles. Et tu peux en parler. Et puis, tu peux avoir de la réflexivité en cours de séance. Donc ça, c'est en cours d'invention. J'en ai pas encore fait des dizaines. C'est en cours d'invention. Et la question qui se pose la plupart du temps, c'est l'acceptabilité d'avoir une intelligence artificielle qui vient interférer ou qui vient s'intégrer au groupe. Ça n'est pas encore complètement naturel. Hmm. Et Alors, deuxième point, je voulais aussi te dire, tu disais, il y a un renfermement sur soi-même. Il faut savoir que dans la plupart des cas, quand un étudiant dans l'enseignement supérieur fait une demande à son prof, il se passe quelques jours avant qu'il ait la réponse. Alors que quand il fait la demande à l'IA, il a une réponse beaucoup plus rapide. Conséquence, l'étudiant va préférer demander à une IA la réponse que d'attendre 3 jours que le prof réponde par lui-même. hmm. Et ça se vérifie dans beaucoup d'environnements. Dans une maison de retraite, est-ce que tu sais quel est le temps qu'un personnel soignant parle avec une personne retraitée? Oh là là, ça doit être moins de 5 minutes par jour. 7 minutes. Ah, Donc, j'étais pessimiste. t'es pas loin. Donc, le retraité, il préfère encore avoir une IA dont il sait que c'est qu'une machine plutôt que de ne pas avoir de contact. Ouais, mais t'as Et raison, là, au pour le Japon, coup, déjà, ça génère des émotions positives. au Japon, déjà, où il y a une population vieillissante et assez peu de personnes pour s'occuper des personnes âgées, il y a des petits phoques, des robots phoques automatisés avec des IA qui permettent de s'occuper des personnes Alzheimer, par exemple. Donc oui, c'est aussi une méthode. Mais alors, justement, tu parles de nourrir les IA avec des référentiels par exemple, tu citais des référentiels d'interaction collective ou des choses comme ça. Gaël, Laurie, j'ai envie de vous poser un peu une question sur c'est quoi les critères pour vous que vous utilisez pour choisir d'utiliser une IA ou une approche plus traditionnelle dans la conception de vos activités pédagogiques et par exemple le fait de bénéficier d'un RAG avec donc un système de connaissances spécifiques comme ce que Denis vient de dire par exemple sur un sujet de dynamique collective associé à une IA peut apporter des avantages ou pas. Donc, c'est quoi, vous, les critères qui font que vous utilisez une IA ou pas dans vos approches pédagogiques, quoi?
Alors, je vais commencer, après je laisserai Laurie rebondir. Et je vais commencer parce que je voudrais rebondir justement sur ce que tu disais, Laurie, quand tu disais, l'intérêt de l'IA, c'est de nourrir une autonomie déjà existante chez l'apprenant. Je dirais que pour moi, le principal critère, c'est que ça va nourrir et décupler ma propre compétence et je vais avoir une facilité à utiliser une IA sur des choses que je maîtrise très bien. Donc, pour faire des ingénieries pédagogiques assez classiques, pour produire des contenus sur des sujets que je maîtrise à peu près, je vais utiliser l'IA sans problème. Alors après, avec une nuance, c'est que si c'est pour sortir 3 questions d'accroche ou 3 questions de quiz, j'ai sans doute pas besoin de l'IA. Mais sur des choses un petit peu volumétriques, qui prennent énormément de temps, évidemment que mon gain de productivité, il est conséquent. Et tu parlais de RAG, Raphaël, évidemment que quand en plus je vais avoir une IA nourrie avec mon propre corpus, je vais avoir une pertinence et une précision dans les réponses qui vont aussi me faire gagner du temps par la suite parce qu'il y a quand même tout ce côté évidemment de vérification. C'est pour ça que je dis quand je maîtrise le sujet, que ce soit une thématique ou une méthodologie, j'ai aucun problème parce que très vite, je vais voir ce qui cloche et je vais pouvoir itérer très vite. Sur des sujets que je maîtrise pas, ou alors qui sont extrêmement complexes, pluridisciplinaires, sur des gros volumes de traduction avec de la localisation, je vais faire très attention, notamment en matière de traduction. La traduction, c'est une chose et c'est très bien, mais en matière de localisation et donc de contextualisation culturelle, il y a quand même des biais, on les connaît, sur lesquels il faut faire attention. Voilà, donc je pense que c'est évidemment quelque chose qui fait gagner un temps précieux, notamment quand on a la compétence. Quand on l'a pas, en fait, c'est pas la question. Je la poserai pas entre choisir une approche classique ou une approche traditionnelle. C'est quel poids de l'IA dans ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on va faire de façon plus classique. Là, ce que tu dis, quand tu parles de traduction et autres, ça me fait penser que on peut aussi importer des méthodologies de travail d'autres domaines dans nos pratiques pédagogiques avec l'IA. Par exemple, en traduction, quand on veut traduire comme des tests psychométriques ou autres, on utilise ce qu'on appelle la back translation. C'est-à-dire qu'on fait traduire d'une langue vers l'autre par un traducteur, puis ensuite par un autre traducteur de la langue de traduction vers la langue originale pour vérifier qu'il y a bien une adéquation entre les différentes traductions. Et donc, en fait, on peut imaginer aussi mettre en place des systèmes de vérification des productions par des IA croisées qui peuvent être des modèles différents et puis nous alerter sur les endroits où ça bug, par exemple. Ou c'est aussi des systèmes de renforcement, etc. Bon, c'est juste une petite idée en passant comme ça pour justement essayer de mieux utiliser les IA. Et toi, Laurie, qu'est-ce que tu utilises comme critère pour te décider d'utiliser ou pas une IA dans tes pratiques pédagogiques? Alors moi déjà, j'utilise extrêmement peu l'IA. Déjà pour l'IA générative pour des raisons environnementales, genre le coût l'équivalent d'émissions de CO2 quand on fait une dizaine de prompts par jour, je crois que c'est 1 tonne par an. Donc c'est énorme par rapport à ce qu'on est censé consommer individuellement. Donc toujours cette question d'abord de est-ce que j'en ai vraiment besoin avant de le faire, et le vraiment besoin, on le met chacun à notre niveau. Ça peut être par exemple si on m'a passé une commande la veille pour le lendemain que j'étais prêt. Ça peut aussi être une contrainte business qui est très très forte pour moi et que là, en fait, je vais devoir produire 20 questions de quiz en 2 minutes et qu'il faut absolument que ça aille vite. Donc la contrainte, elle n'est pas que morale, environnementale et tout, elle peut être aussi business. Au-delà de ça, moi, il y a un truc qui m'effraie, mais qui me dérange beaucoup avec l'IA, c'est cette quête de l'optimisation permanente. Ça, Olivier Hamon, qui parle de la robustesse, il en parle beaucoup, du fait que toute notre société actuellement elle est orientée vers une quête de performance et que ça nous enferme dans des voies d'optimisation où on devient très peu flexible finalement. Donc moi, j'ai toujours un peu ça en tête, c'est est-ce que je suis vraiment, si je veux utiliser une IA, et ça m'arrive quand même de temps en temps, hein, ça doit m'arriver genre 5% de mon temps, est-ce que si j'utilise l'IA, c'est dans une quête folle d'optimisation et dans une course à une société que j'ai pas envie de construire? Ou est-ce que c'est parce que là, je me
typiquement pour une activité de jeu de rôle, ça, je trouve ça hyper intéressant pour les étudiants et hyper riche de pouvoir en 3 secondes les mettre dans une situation où ils ont tous un point de vue différent. Et oui. Donc, je me poserai cette question-là. Est-ce que ça a une vraie plus-value pédagogique ou est-ce que c'est juste une quête à l'optimisation? Est-ce que ça m'enferme dans une situation où ça va être difficile de faire marche arrière? Par exemple, si là, actuellement, il y a des tuteurs dans une classe et qu'on décide d'utiliser l'IA pour remplacer les tuteurs, il y a peu de chances qu'on fasse machine arrière après. Parce que on aura diminué les coûts et après, rationalisé de remettre des coûts, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, est-ce que j'utilise l'IA en retirant de l'humain qui était hyper riche pour l'apprentissage ou est-ce que c'est vraiment, dans cette classe-là, on sait qu'on n'aura jamais le budget pour les tuteurs et que du coup, il y a une petite plus-value à avoir l'IA parce qu'on sait que de toute façon, il n'y aura pas de tuteur. Donc en fait, c'est plein d'arbitrages comme ça qui doivent de toute façon partir de est-ce que ça remplirait les objectifs pédagogiques. Au-delà de ça, ça remplit les objectifs pédagogiques, oui, mais est-ce que ça remplit le besoin de mes apprenants? Donc par exemple, est-ce qu'ils sont suffisamment autonomes? Est-ce que ça remplit leurs besoins de connexion aux autres? Est-ce que là, dans leur parcours de formation, ils ont suffisamment de liens en dehors de l'usage de l'IA pour qu'ils soient dans un bain collectif riche? Si oui, ok, on peut peut-être considérer utiliser l'IA. Sinon, la priorité, c'est quand même les besoins primaires de l'apprenant d'être liés aux autres. Et une fois qu'on a passé un peu ce filtre des objectifs péda et ce filtre des besoins des apprenants, là, on fait les arbitrages par rapport au business, par rapport à l'environnement et tout ça. Ouais, voilà, ça me paraît super intéressant ce que tu dis pour ça, parce que c'est un peu un point que je défends aussi en ce moment. On parle souvent d'esprit critique par rapport à l'IA. Et en fait, quand on parle d'esprit critique, on pense toujours à l'esprit critique de l'apprenant. Genre, dis donc, ils savent pas vraiment utiliser l'IA, ils savent pas discriminer les résultats, etc. Et tout. Mais on fait rarement référence à l'esprit critique du formateur ou de l'équipe pédagogique, qui me semble aussi assez essentiel aujourd'hui, justement, dans les choix qui doivent être faits. Et donc, c'est pas mal. Tu nous donnes un filtre pour avancer en disant d'abord un filtre péda, ensuite un filtre peut-être pour les apprenants, et puis ensuite on voit s'il y a des enjeux business ou autre derrière. Mais ça permet aussi de faire des choix en conscience pour ça. Et à ce propos, Gaël, toi, quand on discutait précédemment, tu disais aussi justement de savoir utiliser la bonne IA pour la bonne tâche, en fait. C'était un élément que tu soulignais, quoi. Oui, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va utiliser comme modèle? Est-ce qu'on va utiliser des choses très sophistiquées? On a parlé de RAG, on parlait de choses encore plus sophistiquées pour des choses qui sont finalement très simples et qui font partie de notre quotidien quand on fait de la formation. Et finalement, on va le déporter alors qu'il n'y a aucune raison. Il y a une problématique aussi de coût, parce que ça va effectivement consommer des ressources, effectivement, Laurie, mais ça va aussi avoir un coût pour l'entreprise. Il faut quand même pas l'oublier. Utiliser une IA standalone, on peut tout à fait maîtriser le coût, c'est un abonnement, etc. Ça peut être moins cher si on l'intègre par API dans un outil auteur, à condition que justement les gens qui vont s'en servir soient quand même sensibilisés au fait que ça sert à rien de faire des milliers de requêtes sur une IA alors qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes à faire. Ne déportons pas tout notre capacité à réfléchir et à construire sur une IA qui sera de toute façon moins performante, en tout cas intellectuellement sans doute pour l'instant. Mais le coût, c'est aussi, le coût de développement, c'est aussi une question qui est importante. Et puis en run, en fait, combien ça coûte, combien ça consomme de GPU, etc. Pour faire tourner son IA, c'est aussi des paramètres à prendre en compte. Et suivant les modèles et ce avec quoi on la nourrit. Et je reviens sur le coût écologique aussi, parce qu'avec un entraînement avec un énorme corpus de données, ça consomme énormément de ressources. Est-ce que c'est vraiment utile? Et on en revient à pourquoi j'utilise l'IA. Alors là, avec ce que vous dites, on a l'impression que finalement le formateur, il doit savoir, mais il doit avoir énormément de compétences. Il doit devenir facilitateur, il doit savoir
avoir une idée des impacts écologiques, savoir combien ça va envisager les coûts, etc. Enfin, ça peut paraître un peu fou, quoi. Un formateur va pas pouvoir maîtriser tout ça. Donc, je pense qu'il faut réussir à se faire accompagner par les bonnes personnes sur ces sujets-là. Mais si on revient peut-être un petit peu au sujet facilitation et IA, en quoi la posture, donc là on revient peut-être un peu Denis à ce que tu disais tout à l'heure aussi, en quoi la posture du formateur ou du pédagogue va évoluer avec l'IA? C'est quoi les compétences essentielles qu'ils vont devoir développer pour demain devenir un facilitateur pédagogique qui sait tirer le meilleur parti de l'IA, quoi. Donc Denis, Gaël, si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, tout d'abord, on est face à une innovation de rupture. On n'a pas de texte de scribe de l'Égypte antique disant j'ai abandonné le burin pour le stylet sur papyrus et c'est abominable, etc. On n'a pas beaucoup de textes sur l'abandon de l'expression orale vers l'expression écrite. On a des textes sur le passage à l'imprimerie où on voit que la domination, le contrôle sur le savoir glisse. On a le même effet lors de l'invention de la machine à écrire. Nietzsche nous parle qu'il n'a pas envie d'être mécanisé dans sa pensée. On a des propos qui sont extrêmement similaires. Aujourd'hui, la différence qu'on a avec l'IA, c'est qu'elle fabrique, elle a beaucoup plus d'autonomie d'une certaine façon. Elle développe des choses. C'est plus qu'un outil d'une certaine manière. C'est un système, c'est pervasif, ça s'invite partout. Et donc, c'est très difficile pour un formateur de garder une posture de maîtrise et de contrôle, puisque justement, ça vient contrer cette dimension du contrôle et de la maîtrise. Avec les temps d'écran qui sont les nôtres, 4-5 heures par jour, même plus quand on travaille directement devant écran, je parle juste des usages personnels, ça devient quelque chose d'omniprésent. Donc, un des enjeux du facilitateur, c'est déjà de recapter de l'attention. De recapter de l'attention, parce que le temps de cerveau disponible, il est happé. Et immédiatement, on nous suggère, on nous propose tout un tas de choses. Donc, capter de l'attention, ça veut dire revenir aux intentions fortes de pourquoi on se réunit physiquement. Et là, ça passe peut-être par des pédagogies qui sont moins référentialisées, moins dans la logique objectif, contenu, programme, prérequis, etc., qu'on connaît et qui semblent immuables, et peut-être partir beaucoup plus sur des choses où on ne sait pas ce qui va se passer. Donc faire appel aux sensations, faire appel à la phénoménologie, c'est-à-dire à nos corps. C'est pour ça que je m'intéresse aux âmes, Raphaël, c'est se recentrer dans le vivant, ça me semble indispensable. Indispensable. Pour les amateurs, vous lirez les travaux de Francisco Varela. Francisco Varela nous dit il ne peut y avoir de connaissances qu'incarnées. Et il a une critique très sévère dès les années 80, c'est très intéressant, dès les années 80, des algorithmes et des intelligences artificielles en disant on va toucher du cognitif, mais on va pas du tout toucher toute la dimension émotionnelle. Donc, pour moi, le rôle du facilitateur va être de travailler beaucoup plus sur l'énergie, sur les émotions, sur ce qui circule dans le groupe. Par énergie, c'est les initiatives, c'est les envies d'avancer dans un sens, c'est les propositions, c'est les rires, c'est tout ce qui fait de nous des êtres humains. Donc le facilitateur, il va devoir de plus en plus tendre vers cette maîtrise-là. Il va devoir encore maîtriser son contenu, parce que je partage complètement ce que dit Gaël. Si on ne maîtrise pas bien son contenu, on va avoir n'importe quoi comme qualité de réponse. Donc nécessité d'apprendre aussi son contenu, et puis avoir une vision technologique pour naviguer dans les milliers et les milliers d'offres qui nous sont proposées, dont certaines sont intéressantes et d'autres beaucoup moins riches. Donc il y a un changement de rôle où on se déporte un petit peu et on remplace du face-à-face par du côte-à-côte. On est à côté de l'autre, on regarde dans sa direction et on essaye de l'accompagner là où il peut aller. Et de préférence, on essaye même d'accompagner un groupe. Donc il y a une question de repartir de quels sont les intérêts du groupe. Voilà. Alors là, parce que là,
tu parles donc d'un profil qui serait plutôt un formateur-facilitateur, parce qu'il faut quand même garder l'expertise. Le facilitateur est plutôt là pour faire émerger, et le formateur a, mine de rien, une certaine expertise théoriquement. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et tu parlais de ce dernier point d'accompagner au choix technologiques et autres. Et j'essaie juste de rester vraiment sur le fil de notre thématique de la soirée, même s'il y a plein d'autres sujets à aborder sur les compétences de facilitateur. Mais c'est quoi les compétences spécifiques liées à l'usage du numérique et des IA en particulier que le facilitateur peut développer? Avant de repasser la parole à Gaël. Je vais pas être seul à répondre, hein, parce qu'il y a d'autres experts, mais je dirais déjà maîtriser un petit peu l'environnement et voir comment les réponses se construisent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on utilise un peu l'IA qu'on a du préformatage et qu'on peut pratiquement même immédiatement par IA. Même des super images super léchées, à un moment donné, tu dis, tiens, soit c'est trop parfait, soit il y a quelque chose qui cloche, tu ressens quelque chose. Tu as une dimension du ressenti humain qui est pas présente. Donc, je pense qu'il y a déjà travailler sur ces dimensions de ressenti, travailler sur les IA qui peuvent avoir des monofonctionnels ou généralistes. Hein, tu vas avoir des IA qui sont très spécialisées. Moi, je te parlais de ce que j'utilisais, notamment traduire du texte oral, des enregistrements en texte écrit, avec Nota ou Gladia.io, c'est du bonheur. Donc, tu vas gagner du temps et derrière, tu vas avoir une matière et cette matière, tu vas pouvoir l'analyser, tu vas pouvoir comprendre des dynamiques de groupe. Donc, c'est intéressant. Si le groupe a envie, hein, il faut pas le faire à l'insu et sans que les participants soient OK. Mais donc, tu as une question aussi éthique. On a beaucoup d'IA qui vont aller pomper des données, on ne sait pas où ça va aller. Donc, il y a toute une stratégie éthique à avoir. Et tu as aussi alors ça, c'est très présent dans l'enseignement supérieur. Là, j'ai pas mal navigué dans l'enseignement supérieur, où la réponse, c'est de fabriquer des chartes éthiques, parce que il va y avoir l'étudiant qui va avoir accès à l'IA, qui pourra payer, et celui qui pourra pas payer. Donc, il y a finalement une injustice face aux examens qui peuvent se mettre en place. Donc, ça pose énormément la question de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue en réalité? Est-ce qu'on évalue des savoirs recrachés? Moi, j'appelle ça une pédagogie fossile. Hein. Ou est-ce qu'on évalue une qualité de questionnement? Et donc, ça nous renvoie vers la maïotique. Et ça nous renvoie vers une qualité dans nos manières de faire des liens entre des faits rares. Parce que l'IA, elle est statistiquement forte pour rapprocher des faits nombreux, mais elle n'est pas très forte en extrapolation. Elle n'est pas encore très forte là-dedans. Donc nous, on est plus fort hein, en travaillant sur l'intuition, sur du ressenti, sur les émotions qui circulent. Ça peut nourrir nos questions. Merci Denis. Je vais devoir passer la parole un peu à Gaël parce que je voulais garder quelques minutes pour avoir des questions et réponses. Donc Gaël, est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce point-là avant qu'on prenne des questions? Alors, je crois que je rejoins beaucoup Denis sur ce qu'il disait. Moi, je voudrais rajouter juste un point, c'est aujourd'hui le formateur, enfin comme toujours, mais plus que jamais, son rôle dans un groupe et dans une animation de groupe, c'est de créer de la confiance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'IA, elle inspire tout sauf confiance, et en tout cas, elle devrait ne pas inspirer confiance. Il faut quand même s'en méfier un petit peu. Donc, je pense que ce rôle de facilitation et de créer un climat de confiance, il est extrêmement important. Il a toujours été, et je pense qu'il l'est plus que jamais. Merci. Bon alors, Nicolas, je te laisse faire une petite synthèse de tout ça en 2 minutes, sans me prévenir. Non, je rigole. Non. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai pas réussi à tout suivre en même temps que j'essayais de suivre les conversations, mais si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Moi, je ferai juste une petite synthèse en disant que tout ce qu'on a vu nous amène quand même à questionner. Vous avez été plusieurs à parler du sensible, du phénoménologique, quoi, donc de réussir à trouver pour les facilitateurs un moyen de lier peut-être le numérique avec des pratiques sensibles. C'est une piste à explorer. Mais sinon, c'était plus orienté sur un support, j'ai l'impression, aux facilitateurs pour l'aider à se préparer, à être disponible
pour accueillir tout ce qui peut se passer et aussi s'adapter très rapidement. Jacques, une main levée. Si tu veux, tu peux même nous poser la question avec ton micro. Hein, si... Oui, merci. Vous m'entendez? Ouais, super. Bien, j'interviens parce que j'ai créé une application que Raphaël connaît, une application qui s'appelle Basique Français, qui est destinée à des non-scripteurs, non-lecteurs allophones, donc des gens qui n'ont jamais appris à apprendre. Cette application, elle est révolutionnaire parce qu'elle parle dans la langue de l'apprenant. Donc l'application sur smartphone dit des phrases qui sont des consignes d'apprentissage en 25 langues. Elle permet donc de lever la barrière de l'écrit et celle de la langue vernaculaire. Deux questions. La première, j'ai un responsable R&D qui est un docteur en intelligence artificielle de l'Université de Grenoble. On avait introduit l'émotionnel dans l'application, c'est-à-dire qu'on était capable de voir, grâce à la caméra qu'il y a sur le smartphone, on était capable de voir si la personne était contente ou pas, par exemple, après avoir passé un test. Eh bien, le RGPD nous a obligés à sortir cette notion d'analyse de l'émotionnel. Et je suis d'accord avec, je crois que c'est Denis qui a évoqué l'émotionnel, c'est très important dans l'apprentissage. Eh bien, quand ça tourne sur un smartphone en mode autonome, on n'a pas le droit d'utiliser l'émotionnel. Je vais peut-être un peu loin dans mon discours, mais c'est ce que j'ai retenu. La deuxième chose, c'est une remarque que Raphaël a faite à propos de l'intelligence artificielle et de la traduction. Nous avons 2500 consignes dans notre application et ces 2500 consignes, elles ont été traduites en 25 langues, dont le kabyle, le pashto, le dari, le bangladeshi, etc. On utilise Google Traduction pour, on lui donne donc des phrases en français, c'est du français facile à lire et à comprendre. On lui donne des phrases en français et Google Traduction, qui est une IA, nous crache des phrases en kabyle, même pas en kabyle parce qu'elle n'existe pas, mais par exemple en bangladeshi, sauf que c'est du bangladeshi littéraire. Les IA ayant été nourries de documents écrits, elles parlent un bangladeshi qui est un bangladeshi littéraire et qui n'a pas grand-chose à voir avec la langue que parlent les bangladeshis aujourd'hui. Donc ce que l'on fait, c'est que l'on propose à des traducteurs professionnels au Bangladesh, on leur donne comme Canva, on va dire, la version bangladeshi produite par Google, mais en général, ils la massacrent pour faire la version correcte orale. Voilà, deux commentaires. L'IA, pour moi, c'est... bon, ok, j'ai 68 ans, j'ai commencé à faire de l'IA en 1976. Ça coûte très très cher et pour l'instant, je ne suis pas un grand fanat. Merci. Merci Jacques pour ce point de vue qui est très précis. Entre autres, ton premier point, ça me fait penser, l'IA Act classe donc les IA selon 4 niveaux de criticalité et la plupart des IA qui sont liées à l'éducation sont au niveau 3 de criticalité, qui demandent quand même pas mal de gestion avec une surveillance des modèles, la capacité d'expliquer ce qui se passe, etc. Parce que tout ce qui va avoir un impact sur le trajet de vie d'un individu va être critique. Et entre autres, la surveillance des émotions, la détection des émotions en live est considérée comme inacceptable. Ce qui, je trouve un peu dommage, mais bon, c'est un garde-fou, hein. En Chine, il y avait des classes où il y avait des élèves qui avaient un casque avec des bandeaux de détection de lecture neuronale, et il y avait une petite diode au rouge pour voir si l'élève était concentré ou pas. Il y a des vidéos qui avaient tourné là-dessus. Bon, effectivement, là, on pousse les choses beaucoup trop loin, et la loi est là pour nous empêcher de tomber dans ces dérives que parfois certaines entreprises EdTech n'hésitent pas à aller voir. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, les émotions sont super importantes dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, les modèles d'IA reconnaissent mieux les émotions que la plupart des humains. Que ce soit la détection des émotions par visuel ou autre, quoi. Et donc, encore une fois, être en capacité de voir les émotions qui se génèrent chez 30 apprenants qu'on a devant nous, c'est difficile pour un formateur ou un prof tout au long de la journée, alors qu'une IA peut le faire de manière concise et consciente tout le temps, quoi. Donc oui, c'est dommage, il y a des contre-indications parfois un petit peu, alors que techniquement on peut y arriver, il y a aussi des garde-fous, mine de rien, éthiques, tant mieux, quoi. Oui, sauf que le garde-fou, il est tellement garde-fou qu'il empêche même des choses relativement simples. Je ne vais pas aller en effet analyser des diodes sur les fronts
mais voir si la personne sourit ou pas, quelque part, c'est déjà très compliqué parce que si c'est un Japonais qui sourit, ça veut pas dire la même chose que si c'est un Européen qui sourit. Enfin, bref, on peut discuter longtemps. Pardon, je sors de la discussion. Pour cet apport. Est-ce que d'autres personnes, je vois que dans le chat, on a une conversation technique là sur déployer des RAG en local. Euh, est-ce que vous avez des questions ou des choses à dire? Jacques, tu as l'air de dire beaucoup de choses en. Alors, je ne suis pas d'accord avec le repérage des émotions plus que rudimentaire pour les IA. Si tu veux intervenir à l'oral, n'hésite pas. Ça fait déjà plusieurs années que les modèles d'IA battent les humains en reconnaissance d'émotions, hein, avant 2020 même. Donc, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Un théâtre à Barcelone qui s'est amusé à mettre des petites caméras sur les chaises et les gens, s'ils souriaient, avaient un paiement de la place de théâtre plus élevé, puisque c'était des théâtres comiques. Donc s'ils avaient beaucoup ri, ils devaient payer plus cher en sortant. C'était une expérimentation faite par une agence de pub. Est-ce C'est que typiquement le genre de choses dangereuses parce qu'encore une fois, si son public, c'était un bus de Japonais qui viennent regarder un théâtre à Barcelone, les Japonais, quand ils sourient, encore une fois, c'est mauvais signe. Donc, les gens qui ont lancé cette analyse n'ont pas fait une analyse complète de la situation. Mais bon. peut-être qu'ils n'ont pas prévu qu'il y avait un quart de Japonais qui venait à cette représentation. Je suis d'accord. Mais bon, c'est tout ça, c'est le danger. Les dangers liés à l'IA, c'est qu'on veut lui faire beaucoup de choses et on n'a pas vraiment tout analysé et on ne pourra jamais tout analyser. Donc, Oui, et puis ça pose la question éthique de l'entraînement qui est très américanisée, quoi, américano-centrée, et qui ne prend pas en compte une grande partie de la culture latine et puis d'autres régions, quoi. Quel est votre point de vue sur le mix entre IA, tech et retour papier de temps en temps en formation? Est-ce que quelqu'un veut prendre la question, Laurie, Denis, Gaël? On est tous trop polis. Moi, ça me paraît l'idéal d'avoir un mix incarné d'activités sans les écrans et quand il y a besoin sur des cas d'usage où ça a une vraie plus-value et on a bien mesuré les externalités, pourquoi on le fait, qu'on sait pourquoi on le fait et que ça a une plus-value, d'avoir les usages numériques, mais de garder chacun à sa place et de surtout pas oublier les activités socio-émotionnelles incarnées. Alors, Marie-Alice, tu te bats avec les écoles, mais dans quel sens? Est-ce que c'est c'est pour revenir au papier crayon ou est-ce que c'est pour mettre de l'IA dedans? Et j'en profite en attendant que vous posez la question pour souligner le fait que Laurie a lancé un MOOC sur la conception responsable des ressources pédagogiques. Et donc, je vous mettrai le lien du MOOC dans le mail de synthèse post-webinaire parce que c'est super intéressant et pour ceux qui se questionnent face à l'impact écologique de ces pratiques, ça vous donne au moins quelques pistes de réflexion personnelle sur comment faire les choses de manière consciente, en tout cas, si vous décidez d'utiliser de l'IA ou pas, quoi. Alors, on attend juste peut-être la question. Alors, pour de l'intelligence dans les choix de support, sortir de l'argumentation commerciale et attractive de la technologie partout, mes étudiants ne savent plus avoir une conversation sans écran. Ouais, moi je vois aussi pas mal d'arguments marketing sur l'IA va engager vos apprenants, mais bon, c'est un peu le même truc, Gaël, qu'on voit depuis 20 ans sur les MOOC, le e-learning, etc. Et puis au final, encore une fois, ça dépend de comment c'est fait. Est-ce qu'il y a des MOOC qui sont très bien, puis il y a des MOOC qui sont chiants à mourir, et puis pareil pour les e-learning. Et voilà, donc Gaël, est-ce que tu as un take là-dessus, un point de vue? Oui, alors, juste pour revenir sur l'histoire du papier et crayon, quelle que soit la modalité et même distancielle, moi je suis une fervente partisane du papier et crayon pour prendre des notes,
parce que on sait quand même que quand on prend des notes et quand on prend des notes avec un papier et un crayon, au niveau de la mémorisation, de l'attention et de tout ce qu'on en retient, c'est quand même autre chose. Donc de toute façon, quelle que soit la modalité, un papier et un crayon, alors c'est peut-être aussi le fait que j'ai l'âge que j'ai, hein, et que j'ai effectivement commencé ma carrière avec un papier et un crayon, mais voilà, je pense que ça c'est extrêmement important. Et sur le tout tech, oui, j'ai évidemment pas de solution sur des étudiants. Moi, j'ai des enfants qui effectivement passent, toute leur communication passe effectivement beaucoup par un écran. Maintenant, c'est aussi comment on arrive à engager une conversation et à être suffisamment percutant et à accrocher l'apprenant, l'étudiant en face de soi pour arriver à lui faire verbaliser quelque chose au-delà d'un écran. Ouais, on est tout à fait d'accord. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour finir à l'heure, parce que certains ont des choses à faire derrière. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur l'importance de l'humain, du corps, dans l'enseignement de tout ça. Donc, on partira sur cette conclusion. Et je vous remercie tous de votre participation, Denis, Gaël, Laurie, Nicolas, d'avoir été là pour partager avec nous vos points de vue. J'espère que ça aura été riche et pour vous, que ça aura été apprenant. Et je vous enverrai un petit mail avec les liens des uns et des autres pour continuer les réflexions. Très bonne soirée à tous. Merci d'être venus et à bientôt. Bonne soirée. Tu me permets un dernier mot, Raphaël ?